Donc, nous connaissons maintenant les nouveaux visages de l'Union européenne. Messieurs Barroso, le président de la Commission, vient de nommer 5 nouvelles équipes et vient d'attribuer les portefeuilles correspondants. Le 19 novembre, les conseils européens avaient procédé à la nomination du président stable du Conseil européen ainsi que du haut représentant pour les affaires étrangères et de sécurité. Ce qu'on peut dire, c'est que pour disons, les fédéralistes européens, c'est qui croyaient qu'avec les traités de Lisbonne, on allait finalement avoir un président européen, quelqu'un qui allait représenter l'Europe sur la scène internationale. Il y a une petite pointe de déception. Les personnalités qui ont été retenues, Herman Van Rompuy pour les postes des présidents du Conseil et la baronesse Catherine Ashton pour les postes des hauts représentants sont deux personnalités largement inconnues sur la scène européenne, et on peut penser que leur nomination en quelque sorte est due plus au fait que personne n'y était vraiment opposé, plus qu'à une véritable adhésion de la part des États membres. En ce qui concerne l'équilibre des pouvoirs européens, qu'est-ce qui va changer? On a vu les parlements européens et la Commission et les États membres s'est félicité du choix de ces deux personnalités. Ces trois acteurs du jeu européen se félicitent pour une raison assez simple, c'est que si Anthony Blair aurait risqué de faire de l'ombre au pouvoir préexistant, il est clair qu'Herman Van Rompuy ne risque pas de faire de l'ombre à beaucoup de personnes et qu'il pourra effectivement adhérer à la lettre à l'esprit du traité de Lisbonne qui prévoyait plutôt la création d'un chairman, d'un facilitateur des négociations et plus une personnalité qui fixe l'agenda et qui suit les débats, plutôt que quelqu'un qui prenne véritablement des initiatives. Si on analyse les deux postes et ce qui va changer avec les traités de Lisbonne qui rentrent en vigueur aujourd'hui, les 1er décembre 2009, les traités de Lisbonne prévoient donc ces nouveaux équilibres des pouvoirs avec ces deux nouvelles institutions, mais prévoit également un pouvoir accru pour les parlements européens qui aura un rôle de co-déciseur sur beaucoup de domaines avec les conseils européens et qui aura notamment un pouvoir de contrôle accru sur les budgets européens. En ce qui concerne la formation de la nouvelle commission, les grands États ont obtenu finalement les portefeuilles qu'ils souhaitaient. La France donc avec Michel Barnier, mais également l'Allemagne avec M. Oettinger qui sera donc le nouveau responsable pour l'énergie et qui sera donc chargé de la mise en place de ces marchés européens de l'énergie, et donc aura un pouvoir des négociations assez important avec la Russie qui est un des partenaires clés de la stratégie économique de Berlin. L'Italie a obtenu les portefeuilles de l'industrie et de la politique industrielle qui contrôle notamment les programmes d'observation spatiale Galileo et qui est un portefeuille stratégique. Ce qui concerne l'Espagne, Joaquim Almunia, qui était jusque-là les commissaires aux affaires monétaires, a obtenu les postes des commissaires à la concurrence, et le Royaume-Uni, comme on le disait avec la baronesse Ashton, obtient un poste extrêmement prestigieux d'une part, et d'autre part obtient un poste assez important parce que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ou représentants, si on suit la lettre du traité de Lisbonne, aura quand même à disposition un service européen d'action extérieure, donc un service diplomatique européen composé par plus de 5000 fonctionnaires, un budget conséquent, à peu près 8 milliards d'euros, et surtout aura une espèce de droit de tutelle sur toute une série de commissaires, en ce qui concerne le développement, l'aide humanitaire, en ce qui concerne l'élargissement, la politique des voisinages. Donc un vrai super ministère européen assez important dans l'équilibre des pouvoirs européens. On est arrivé à la nomination du président du Conseil de l'Union européenne et du haut représentant pour les affaires étrangères et des sécurités d'une façon beaucoup plus consensuelle de ce qu'on s'y attendait. Lors du sommet des chefs d'État et des gouvernements, c'est du 19 novembre, il s'agissait d'un dîner, les analystes prévoyaient une longue nuit de débats, et puis en réalité, à 19h, une heure à peine après les débuts du sommet, les deux candidats étaient déjà choisis. Pourquoi Van Rompuy et pourquoi la baronesse Ashton? Van Rompuy parce qu'il est belge, donc il fait partie d'un État qui est un membre fondateur de l'Union européenne,
qui est un pays de la zone euro, qui est un pays de l'espace Schengen, qui est un pays traditionnellement pro-européen, parce qu'il était Premier ministre, c'était un des critères qui avait été fixé. Les présidents du Conseil devaient être un Premier ministre en exercice ou un ancien Premier ministre. La baronesse Ashton, parce que c'est une femme, parce qu'elle est socialiste, etc., etc. Dans l'équilibre des pouvoirs européens, un accord avait été trouvé entre les partis populaires européens et les partis socialistes pour cette répartition, c'est-à-dire qu'un populaire aurait dû prendre les fauteuils des présidents du Conseil, alors qu'un socialiste devait occuper les postes des hauts représentants. Les faveurs du pronostic pour les postes des présidents du Conseil ont plutôt été respectés, même si dans les derniers jours des campagnes, Bayravik Freiberg, l'ancienne présidente lettonne, semblait bien remonter dans les sondages informels qui ont pu être faits auprès des diplomates, des chefs d'État et des gouvernements, et remonter sous la pression d'une campagne médiatique de la part d'un certain nombre de leaders d'opinion qui voyaient à Mme Freiberg une personnalité peut-être plus fraîche que celle de Van Rompuy et surtout une femme donc capable de représenter les 52% de la population européenne et qui était jusque-là assez mal lotie dans la répartition des pouvoirs européens. Le problème de Mme Freiberg étant que d'une part, elle venait d'un nouveau État membre, alors que l'identikit diplomatique du nouveau président correspondait plutôt à celui d'un homme venant d'un des pays historiques de l'Union européenne. Elle n'a jamais été Premier ministre, elle était favorable à l'invasion de l'Irak en 2003, donc une série de raisons qui affaiblissaient sa candidature.